Bonjour, c'est Esther, la consultante en commerce international pour Sourcing. Je reprends ma question. À qui faites-vous confiance en cette année 2026, partie 3? Qui croire en cette année 2026? Est-ce que vous faites confiance à votre famille, à votre partenaire, à vos amis? Qui croit vraiment cette année 2026? Pour ma part, je fais confiance aux personnes qui font ce qu'elles disent. En effet, je connais un groupe de personnes qui sont en train d'arriver au Brésil ou qui sont déjà arrivés au Brésil pour participer au plus grand carnaval de la planète, donc le carnaval de Rio, qui, euh, qui aura lieu du 13 au 21 février 2026. Je pratique le samba depuis 2012 où j'ai pris mon premier cours de samba avec une prof brésilienne. Le samba en tant que genre musical est né au XVIIe siècle dans la région de Bahia, qui est en fait un état du nord-est du Brésil. Et Salvador da Bahia est considéré comme l'épicentre et du samba, de la capoeira, des religions amatrices africaines comme le candomblé. Et donc ce genre musical samba et danse de rue est né pendant l'esclavage. À l'abolition de l'esclavage en 1888, les populations afrodescendantes de Salvador da Bahia sont en quête d'un meilleur avenir et de travail, sont descendus à Rio de Janeiro et dans d'autres grandes villes. C'est ainsi que ces personnes ont amené avec elles le genre musical et la danse samba, à savoir que cette danse de rue était interdite. Toute personne qui a été attrapée par la police brésilienne avec un instrument de musique était battue et emprisonnée pour cela. Donc l'histoire du samba est née dans la douleur du peuple afro-brésilien. Le carnaval de Rio va se dérouler pendant la saison aussi des amours, vu que la Saint-Valentin c'est le 14 février, donc approche. Et pour la petite histoire, il y a un film franco-italien-brésilien qui est sorti en 1959, qui est la version modernisée en fait d'une histoire d'amour de la mythologie grecque, l'histoire de Orphée et Eurydice. Donc ce film sorti en 1959, réalisé par Marcel Camus, s'appelle Orfeu Negro, donc qui est sorti en 1959 et a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1959 et ensuite remporté le Golden Globe du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur film étranger de 1960. Et ce film, en fait, Orfeo Negro, se déroule à la période du carnaval de Rio de Janeiro. Et pour la petite histoire, certaines personnes, en rentrant dans une école de samba, trouvent l'amour. Et pour certaines personnes, elles trouvent l'amour de leur vie
le jour du carnaval, le jour du carnaval de Rio ou dans d'autres villes, les personnes trouvent l'amour et, euh, justement dans ce film Orfeo Negro, ben c'est voilà, c'est une histoire d'amour qui se noue euh, à la période du carnaval. Donc les personnes qui partent au Brésil, bon, qui sont célibataires, je leur souhaite de trouver l'amour pendant le carnaval de Rio 2026. Et voici l'affiche du film. Vous pouvez regarder le film sur des plateformes vidéo comme YouTube sans problème. Alors, les personnes que j'ai en tête qui participent cette année au Carnaval de Rio 2026, j'ai en tête la prof de samba de l'école d'Aquarela, Marie-Jo. Aquarela de Paris est la plus ancienne école de samba de Paris, créée en 1987. Et cette école, moi, je l'ai connue en 2022, où j'ai été pour un stage, donc un workshop de samba en 2022. Et ça s'est tellement bien passé que en fin d'année, au mois de décembre, en fait, juste avant Noël, bah, ils organisent des retrouvailles, en fait. Et comme c'est une école de samba, comme dans les écoles de samba du Brésil, ils ont organisé, en fait, un repas dans un restaurant, donc avec un plat populaire du Brésil, la feijoada, qui est un plat à base d'haricots. Et grâce à l'école de samba aquarela de Paris, j'ai appris qu'on disait le samba. Parce qu'au Brésil, samba est masculin, alors que moi, quand j'ai débuté en 2012, je disais toujours la samba. Et ils ont invité en fait des passistas. Donc, passistas, ce sont des danseurs officiels d'une école, donc qui sont venus du Brésil. J'ai eu des cours, j'ai fait le stage workshop avec Anderson Dionisio, son nom d'artiste c'est Dido Dionisio. De l'école de samba Manguera. J'ai eu un cours d'afro samba avec Larissa, un stage plutôt, un workshop avec Larissa Reis d'Afro Samba, qui a été formée par l'école de Samba Salguero de Rio de Janeiro. Et j'ai fait un autre workshop avec Mayara Santos de l'école en fait de la ville, elle est passista de la ville de São Paulo. Non, c'était intéressant de faire et de voir d'un point de vue des écoles et d'apprendre vraiment les réalités brésiliennes, à savoir que la plupart de ces personnes-là, ben, elles nouent des contacts avec des personnes de l'extérieur et quand elles viennent faire des tournées, par exemple tournées européennes, elles vont faire un workshop, un stage à Paris. Demain, ces personnes-là seront à Amsterdam, ils seront à Londres, ils seront peut-être en Allemagne, ils seront au Portugal. Et beaucoup de ces personnes elles parlent un peu l'anglais, mais elles parlent surtout le portugais brésilien. Et je leur tire mon chapeau parce que elles annoncent leur tournée, elles nouent des contacts des personnes et ça leur permet en fait de faire leur tournée, de proposer des workshops. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant aux personnes qui les reçoivent pour faire les workshops avec eux. Et en même temps, ça entretient, sachant que très peu de personnes d'origine afro-brésilienne ont l'occasion de quitter le Brésil, parce qu'il faut avoir de l'argent. Et le samba est une porte ouverte pour ces personnes-là, pouvoir voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Et l'autre personne en qui j'ai une pensée, c'est Pauline, que j'ai rencontrée à des cours de samba en 2019. Et on se retrouvait en workshop en 2024. Et elle est allée au Carnaval de Rio en 2025. Elle veut plus rentrer. Elle est restée. Elle a créé au Morro do Samba, qui signifie la colline du samba, parce que euh, les écoles de samba sont dans les favelas qui sont situées sur les collines. Donc, elle a créé ça. C'est une page, c'est un profil qui se retrouve sur différents réseaux sociaux. Donc, TikTok, Instagram.
aussi YouTube et je crois elle est en personne surtout sur Facebook. Et à travers Omoro de Samba, bah, c'est son vlog en fait. Et c'est son expérience et en même temps, elle nous apprend des choses sur la culture Samba à travers des livres, des choses qu'elle vit en direct là-bas. Et cette année, elle va danser pour 2 écoles. Donc Pauline va danser en tant que passista, donc danseuse officielle pour l'école Unidos do Jacarezinho et danzarina, donc c'est-à-dire danseuse pour l'aile chorégraphiée euh, de l'école de samba Manguera, qui est notre école de samba préférée à toutes les deux. Donc c'est un rêve qui se réalise pour elle de danser dans l'aile chorégraphiée de l'école de samba Manguera qui nous tient vraiment à cœur toutes les deux. Tout comme Pauline, je suis fan de Evelyn Bastos, la reina da bateria de l'école de samba Manguera. Evelyn Bastos, c'est la fille d'une reine de bateria de Manguera. Elle a été même reina da bateria Mirim, donc de Manguera. Donc Mirim, c'est enfant, Manguera enfant. Elle a été élue reine du carnaval de Rio de Janeiro, du cortège, parce que chaque école présente des candidats et des candidates, donc pour le poste de roi et de reine du carnaval, et elle a été élue reine, et elle a été ensuite reine da bateria de Manguera depuis plus de 10 ans, et elle est prof de sport, elle a été présentatrice télé. Elle a animé une émission avec Selmina Soriso, qui est porte-drapeau de l'école de samba Beja Flor de Nipolis. C'était 2022 à 2023. Et elle est aussi activiste. Elle n'hésite pas à se déplacer à Brasilia, la capitale fédérale du Brésil. Et elle est aussi présidente de Manguera Mirim, Manguera Enfant, où elle est en fait un rôle modèle pour ses enfants. Je vous fais voir une vidéo que j'aime beaucoup parce que Evelyn Bastos, c'est une vidéo de défilé officiel de l'école de samba Manguera au carnaval de Rio 2023. Et dans le tableau en fait du défilé du carnaval, la Reina da Bateria est le dernier tableau avec la bateria. Donc il y a la Reina de Bateria qui danse devant la bateria, il y a le maître de bateria qui est le chef d'orchestre et les rythmistas qui en sont les musiciens. Et cette vidéo, elle a beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'à un moment, elle, avec ses mains, elle commence à danser parce qu'elle est déjà sur l'avenue du Sambodrome, à Marquès Sapucaí. Et elle a de l'émotion, elle danse déjà et elle se touche le cou avec émotion. Elle continue à danser et vraiment là, on sent le côté afro dans la danse que je vous montre de suite en vidéo.
Là, c'est une autre vidéo d'une muse de Manguera qui s'appelle Taï Barbosa, toujours pour le défilé de Manguera, de l'école de samba Manguera au carnaval de Rio 2023. À un moment, en fait, la caméra se braque sur Taï Barbosa et on la voit qui donne tout parce qu'elle est là pour défendre son école. Et on voit vraiment, en plus elle a une coupe de cheveux, le crâne rasé, donc c'est une guerrière. Elle est muse, elle est guerrière. Elle est là pour susciter l'attention du jury, donc pour que son école gagne. Bon, Manguera n'a pas gagné le carnaval, n'a pas été l'école championne du carnaval de Rio 2023, mais c'est magnifique vraiment à voir ça. Une autre reina de bateria que j'aime beaucoup est Valesca Reis, qui est reina da bateria d'école de samba de Sao Paulo. Et elle a une façon de danser le samba très élégante, elle a les jambes droites. C'est sa signature à elle. Et elle aime bien se déguiser. Et là, c'est une vidéo qui date de 2019. Donc avant la Covid-19, où elle a dansé donc au Sambodrome Anhembi, donc de São Paulo, déguisée en Dora Milaje. Pour les personnes qui connaissent un peu l'univers Marvel, les Dora Milaje sont l'élite de femmes guerrières qui protègent le roi T'Challa de Wakanda, donc dans le Marvel Black Panther. Donc elle est déguisée en Dora Milaje et elle danse de façon vraiment très élégante, ses jambes droites. Et la vidéo date de 2019, mais elle est devenue virale en 2021 parce qu'elle a été, je crois, republiée par l'actrice américaine Viola Davis, donc qui a permis de rendre cette vidéo-là virale et admirer son style de samba. Je vais vous parler maintenant, en bref, du Brésil. Le Brésil, en tant que pays, est la 10e puissance économique mondiale en classement 2025 en termes de produit intérieur brut. Le Brésil est vraiment un grand pays de 212 millions d'habitants et sur un territoire vaste qui couvre aussi la forêt amazonienne et les pays de la forêt amazonienne. Donc il y a le Brésil, il y a la Guyane française, il y a le Suriname, le Guyana, le Venezuela, l'Équateur, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. Donc voilà, sur ces territoires où on trouve les peuples autochtones qui étaient là avant l'arrivée pour le Brésil des colons portugais et pour les autres pays les colons conquistadors espagnols. Et le Brésil est spécialisé en fait en termes économiques dans l'agronégoce. Donc une grande partie c'est la production de soja,
Le Brésil est le deuxième producteur mondial de soja après les États-Unis d'Amérique. Producteur de sucre, de café, d'agrumes, de jus d'orange, euh, de bioéthanol, euh, producteur de minerais de fer, de pétrole. C'est le 10e pays producteur de pétrole mondial. Donc le Brésil, le pétrole exploité par la société Petrobras, et aussi des minerais bitumineux. Il y a aussi la cellulose. Le Brésil dispose d'une grande industrie, notamment dans l'automobile, l'aéronautique, les machines-outils. Il y a l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, l'industrie cosmétique, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. On a tous remarqué la chevelure opulente des femmes brésiliennes, quelle que soit leur ethnicité. Et le Brésil est aussi un pays axé sur la mode, notamment la mode textile, beaucoup de choses en fait. Donc, pour rappel, moi je fais une web conférence depuis 2004 qui s'intitule S'adapter aux tendances internationales du business, quel que soit votre domaine d'activité, pays ou continent où vous travaillez, résidez. Et pour les personnes intéressées par le Brésil, je peux faire cette même web conférence axée notamment sur le Brésil en termes d'opportunités mais aussi de défis, ou tout simplement faire une masterclass pour les personnes intéressées, et ou tout simplement comme Neil Sourcing est consultant en commerce international, donc vous apporter des conseils, des analyses justement sur le pays, la puissance économique qu'est le Brésil. Alors, concernant le Brésil, tout n'est pas positif. Le côté sombre du Brésil, c'est que quand le Portugal était un royaume, donc le Portugal a colonisé le Brésil dans les années 1500. D'ailleurs, le nom du pays Brésil, est en fait fait référence à du bois du Brésil, qui est un arbre. Et quand on coupe cet arbre, donc au milieu du tronc, il y a la couleur rouge, rouge comme la braise, et c'est de là que vient le nom Brésil, rouge comme la braise. Donc c'est ça le nom du pays. Et les colons portugais qui sont arrivés au Brésil dans les années 1500, ils ont trouvé bien sûr les peuples autochtones à qui ils ont fait la guerre. Et beaucoup des peuples autochtones ont péri, et, le Portugal en tant que royaume a commencé dès le 16e siècle à amener au Brésil en fait notamment des personnes du continent africain, donc des Africains, des Africaines, qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest, qu'on a déporté déjà au Cap-Vert, du Cap-Vert vers le Brésil, ensuite la partie d'Afrique centrale, donc notamment l'ancien royaume Congo, qui est constitué de l'Angola, de la République démocratique du Congo. Il y a aussi le Sao Tomé était un point en plus. On déportait les personnes de l'Afrique centrale vers Sao Tomé, de Sao Tomé vers le Brésil, et qui explique en fait l'origine de beaucoup d'Afro-Brésiliens, Afro-Brésiliennes malheureusement, qui ont été descendants de ces personnes déportées, qui ont été maintenant en esclavage jusqu'en 1888, donc qui est l'abolition de l'esclavage. Et on parle beaucoup du Brésil comme d'un pays, je dirais du pays du métissage. Mais le métissage, il s'est pas fait
il s'est fait sans le consentement des femmes autochtones et des femmes africaines qui étaient des esclaves. Donc c'était un métissage dans la violence, dans la chair pour les femmes autochtones et les femmes africaines. Là, je vous montre un dessin qui est tiré, je pense, d'un livre qui explique les différents types de métissage, notamment le métissage, par exemple, un métis issu, par exemple, d'un colon blanc avec une femme autochtone, un métissage, un métis issu d'un homme blanc avec une femme noire esclave, le métissage possible un, euh, entre un homme esclave noir avec une femme autochtone. Après, des personnes peuvent être métisses, en fait, des trois, avoir du sang blanc, du sang autochtone, du sang noir, et Et il ne faut pas oublier que l'abolition de l'esclavage au Brésil a eu lieu en 1888. Et donc les populations déjà autochtones, elles ont fortement diminué. Les populations noires, elles étaient plus nombreuses. Les personnes esclaves, donc étaient plus cette population de personnes déportées en esclavage au Brésil était plus nombreuse. Et il faut savoir que aussi pendant l'esclavage, il y a des personnes qui ont réussi à s'enfuir dans la forêt amazonienne et qui ont créé des communautés qu'on appelle quilombo. Donc on les appelle afro-indigènes. Il peut y avoir aussi du sang autochtone, mais ce sont des communautés, je dirais, de personnes qui ont fui l'esclavage et sont restées au niveau de la forêt et sont devenus en fait une population, une communauté rurale afro-brésilienne, donc qui sont entrés en fait dans les quilombos, c'est comme ça qu'on appelle ces genres de communautés qui qui se sont constituées pendant l'esclavage et qui perdurent encore aujourd'hui. Et quand par exemple le ministère de l'Agriculture a a des projets, donc il doit consulter déjà des personnes qui sont autochtones, qui sont sur les terres, parce que à chaque fois on grignote leurs terres aujourd'hui, et des communautés noires des quilombos qui existent, certaines existent encore aujourd'hui, et des autres personnes. Et comme je disais, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1888. Il y avait quand même une baisse de la population autochtone. Les personnes qui ont été mises en esclavage donc, étaient plus nombreuses que les personnes, que les colons portugais. Et, et aussi, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage en 1888, on a chassé ces personnes en fait. On les a chassées des villes. Et c'est pour ça que pour certaines, elles sont allées s'installer sur des collines. Et du coup, elles ont en fait construit elles-mêmes leurs maisons, leurs logements, qui sont les favelas d'aujourd'hui. Donc et comme dans tous les pays où il y a eu de l'esclavage, il n'y a jamais eu de dédommagement des personnes d'origine africaine qui ont été déportées. Donc elles sont retrouvées dès 1888 donc, dans le dénuement. Elles ont construit leur maison elles-mêmes sur des collines et elles sont propriétaires. Donc toutes les personnes dans les favelas sont propriétaires. Et, euh, et dans une favela, on retrouve tout, hein, au jour d'aujourd'hui, tous les commerces de proximité, on retrouve de tout dans les favelas. Ainsi, le Brésil a eu recours à l'immigration subventionnée, donc de personnes européennes, donc qui ont quitté l'Europe, de, des personnes voilà, de différents pays, que ce soit des Européens des pays de l'Est, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Allemands,
qui sont venus déjà une première fois et encore après la Seconde Guerre mondiale, et avec la controverse qu'il y a eu aussi des criminels nazis qui sont passés au Brésil après la Seconde Guerre mondiale, voilà, qui vivaient au Brésil, en Argentine et d'autres pays d'Amérique du Sud. Donc, ça a permis en fait de faire qu'en fait la population blanche en fait elle s'est maintenue comme l'élite, notamment par l'apport de ces Européens, à savoir que bon, comme le Brésil est un pays frontalier d'autres puissances coloniales, donc la France avec la Guyane française, le Suriname donc avec les Néerlandais, il y a aussi le Guyana qui fait partie du Commonwealth, donc c'était la colonisation anglaise au Guyana, et bien sûr les autres pays hispaniques qui sont les voisins frontaliers du Brésil, donc beaucoup de ces personnes-là. Et en fait, ça permet de savoir quelque chose qu'on a. On voit le Brésil comme un pays du métissage, mais en fait, il y a beaucoup de racisme structurel et il y a une hiérarchisation des races au Brésil qu'on a pu voir avec le petit dessin que je vous ai montré. Et cette hiérarchisation des races, c'est la population blanche qui est l'élite, qui est en haut. En bas se trouvent les autochtones et les descendants des personnes déportées en esclavage, donc les Afro-Brésiliens. Et ça crée du racisme structurel. Et cette composition, si on regarde bien les choses, elle va en fait de tout ce qui est de l'autre côté de l'Atlantique, du Canada jusqu'en Argentine. Donc en passant par même les Caraïbes. Donc ce sont une domination blanche. En bas se trouvent les peuples autochtones et les descendants des personnes qui ont été déportées dans les Amériques. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et en regardant bien, même j'ai cherché sur tous les prisons qu'il y a eu. Bon, si quelqu'un peut me renseigner, je veux bien que la personne le mette en commentaire sous ma vidéo. Mais j'ai trouvé 2 présidents de la République qui sont en fait des présidents de la République qui sont autochtones. Donc l'un qui est décédé, qui était l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, qui est issu d'une famille autochtone, avec aussi des origines espagnoles et afro-vénézuéliennes. Et il y a le président de Bolivie, Evo Morales. Donc, comme ce sont voilà, tous ces territoires de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale jusqu'en Amérique du Sud et même les Caraïbes, c'est les territoires des peuples autochtones qui ont été décimés au fil des siècles suite à la colonisation européenne. Et si vous avez vu au mois de novembre, il y a eu la COP 30 qui s'est déroulée à Belém au Brésil. Et on a pu voir beaucoup de populations autochtones de ces territoires qui sont allées à Belém au Brésil. Il y a eu les autochtones par exemple de Guyane française qui sont allés à Belém. Et comme je disais, tous les pays qui partagent la forêt amazonienne, donc Guyane française, Suriname, Guyana, il y a le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, Bolivie, Pérou. Et il y a eu aussi des moments de tension avec ces peuples autochtones qui n'ont pas été écoutés parce que tout ce qui a été proposé, ça a été fait à la minima au niveau de la COP 30. Et on empiète toujours sur les territoires des peuples autochtones tous les jours. Et c'est vraiment important de le rappeler. Et concernant justement, il y a une commune française, de la Guyane française, qui est Saint-Georges de l'Oyapock, j'espère que je prononce bien. Et de l'autre côté du fleuve Oyapock, il y a une ville, la ville brésilienne Oyapock, où on exploite le pétrole, donc par la société brésilienne Petrobras. Et en fait, normalement, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Hulot,
de 2017 qui interdit toute prospection, exploration, en fait, prospection, exploration, de recherche d'hydrocarbures, que ce soit sur terre ou en mer, en France métropolitaine et dans les départements, territoires d'outre-mer. Récemment, je crois que c'est la semaine dernière, le Sénat français, en commission, est passé en fait à reviser cela et à autoriser en fait des sociétés à explorer, à prospecter pour trouver des hydrocarbures en Guyane française. Donc il y a toujours... c'est vrai que c'est les territoires, les zones sont vraiment les territoires des peuples autochtones qui voient leur territoire diminuer. Beaucoup d'entre eux sont malheureusement assassinés. On donne des contrats à des sociétés nationales ou étrangères pour exploiter toujours la forêt amazonienne, qui est quand même le premier poumon vert du monde. Le second étant le bassin du Congo, donc en Afrique centrale, donc avec les pays Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo. Donc il y a deux poumons verts, la forêt amazonienne et le bassin du Congo, donc dans ce bas monde. Et le Brésil, justement, est une puissance énergétique. Son électricité basée sur aussi des énergies fossiles, hein, parce qu'il y a du pétrole au Brésil, comme je viens de le dire. Il y a aussi du gaz naturel. Après, il y a beaucoup de solaire, d'éolien et la première source pour l'électricité au Brésil, c'est de l'hydraulique. Et ce que je voulais ajouter en racisme structurel, un exemple, en 2020, au sein du supermarché Carrefour au Brésil, donc dans la ville de Recife, un Afro-Brésilien a eu, je crois qu'il a eu, il a eu des échanges avec des vigiles et il était allé faire des courses avec sa femme et c'était un Afro-Brésilien de 40 ans, il a eu des échanges virulents avec des vigiles blancs qui l'ont tabassé. C'était le 19 novembre 2020 et il a succombé à ses blessures le 20 novembre 2020. Et à savoir que le 20 novembre au Brésil, c'est le jour de la conscience noire, donc un jour férié dédié à la résistance contre l'oppression. Et du coup, la communauté afro-brésilienne s'est révoltée. Ils ont organisé des manifestations au slogan Assassin Carrefour, boycott Carrefour. Et Carrefour, la société Carrefour, donc société française au Brésil, a dû créer un fonds pour lutter contre le racisme. Et un autre exemple de racisme structurel, c'est une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est une femme qui se promenait avec son chien et un livreur noir est passé. Et à un moment, elle a pris la laisse de son chien et elle a essayé de l'étrangler. Et cette femme a apparemment été connue parce que c'était une ancienne joueuse de volley ou de handball, je ne sais plus. Donc, ancienne joueuse professionnelle de handball ou de volleyball, je ne sais plus. Et il y a beaucoup d'exemples pour des personnes qui habitent dans des immeubles chics. C'est quand on pense qu'ils n'habitent pas dans l'immeuble, donc les personnes blanches essaient de les empêcher de prendre l'ascenseur dans les immeubles, ils vont appeler la police et ils vont se rendre compte qu'en fait c'est leur nouveau voisin. Ou un exemple qui s'est passé, c'est un jeune couple blanc qui était dans un quartier résidentiel. Ils ont vu un jeune afro-brésilien avec un vélo. Il se trouvait qu'ils avaient un vélo du même modèle, de la même marque que cet afro-brésilien, et ils ont supposé qu'il l'avait volé. Donc il y a eu un moment, ils sont venus, le couple, homme et femme, essayer d'arracher le vélo à ce afro-brésilien, et au final, la police a été impliquée, il a été prouvé que c'était bien son vélo, et comme ça fait beaucoup de bruit, ce couple
cet homme et cette femme ont été licenciés de leur emploi respectif pour cause de racisme. Donc, je vais revenir au samba. Ben, en fait, le carnaval de Rio de Janeiro est est une manne financière pour la ville de Rio de Janeiro. Parce qu'il rapporte beaucoup d'argent et tous les ans, en fait, les prix des places pour accéder au Sambodrome Marquês Sapucaí augmentent. Il y a un deuxième Sambodrome, donc je suis incapable de prononcer le nom. Parce qu'en fait, il y a la Ligue spéciale donc, qui défile. Mais avant la Ligue, donc quand je dis du 13, ça va être la série Oro, qui est en fait Ligue 2, et la Ligue spéciale, c'est donc elle va défiler plus tard, donc le dimanche 17, le début. Et en fait, il y a différentes divisions en fait. La Ligue spéciale, c'est la Ligue 1. Après, il y a Série Oro, donc la Série Or. Après, il y a la Série Prata et argent, bronze. Série bronze qui est dans l'autre stade. Et pendant le carnaval de Rio, il y a des blocos de rue, environ 50 par jour, des batacuda. Donc, c'est vraiment l'esprit du carnaval de rue qui se retrouve. Et comme je disais, c'est une manne financière. Le carnaval de Rio de Janeiro rapporte à la ville, ça a rapporté en 2025 8,8 milliards de réals brésiliens, soit 1 milliard 400 millions d'euros en tout. Et ça fait vivre la ville le temps du carnaval, dans le sens que ça fait vivre déjà tout ce qui est tourisme, hôtel, restaurant. Vraiment, c'est de l'argent qui est injecté et dans la ville. Et en sachant cette histoire de racisme structurel, les populations afro-brésiliennes sont bas de l'échelle, elles vivent dans des favelas. Mais c'est voilà, ce qu'on dit, l'expression, les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment, ils aiment la culture des gens, ils se font de l'argent sur la culture des gens. Parce qu'en fait, c'est la mairie de Rio de Janeiro qui alloue des fonds à chaque école de samba. Elle doit trouver le reste de l'argent. Elles doivent trouver le reste de l'argent et des fois elles sont obligées d'emprunter l'argent à des personnes pas très recommandables, donc pour pouvoir donner du spectacle en fait, voilà, participer au spectacle, à cette compétition, parce que le carnaval de Rio est une compétition entre les écoles, et à savoir qu'une école de samba, une école de samba, on peut y rentrer à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, parce qu'on estime qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant n'est pas influencé par ses parents, qu'il est capable de décider s'il veut rentrer dans une école de samba. Et les personnes qui sont rentrées dans l'école de samba, ils restent jusqu'à un âge très âgé. Donc il y a des personnes âgées qui constituent la vieille garde. Là, je vous montre une vidéo avec la vieille garde de l'école Império Serrano, donc qui est située à Madureira, qui est l'une des plus anciennes écoles de samba, donc qui défile en 2025. Voici cette vidéo. Pendant en fait le défilé au Sambodrome Marquês Sapucaí, en fait entre chaque école qui défile, il y a en fait des personnes qui assurent la maintenance, le nettoyage, donc qui passent après le défilé de chaque école pour nettoyer l'avenue, donc pour que la prochaine école vienne défiler. Donc là je vous montre une vidéo, parce que vraiment le carnaval de Rio est très bien organisé.
intéressante, c'est que chaque année, une école de samba choisit un thème qui est l'enredo. Et ce thème-là, à partir de ce thème, bah, tout va se constituer. On va pouvoir faire donc déjà créer en fait tout ce qui est design, char, etc., les costumes. Après, il y a une compétition au sein même de l'école pour trouver par exemple les meilleurs danseurs qui sont les passistas. Donc il y a un concours, c'est une compétition, donc on va prendre les meilleurs. Euh, il y a aussi, bah, justement parmi les meilleurs, on peut prendre des fois des enfants. Donc il y a des enfants qui participent au carnaval des adultes. Parce qu'après le carnaval des adultes, il y a le carnaval de Rio, des enfants, qui est le carnaval Mérim, de toutes ces écoles-là. Et il y a des enfants, ben, comme la petite que je vais vous montrer, la petite Valentina, qui est passista Mérim de l'école de Samba Portela, qui est celle qui a gagné le plus de titres au carnaval de Rio de Janeiro. Donc, et elle danse bah, mieux que moi déjà, qui est adulte. Donc voilà la vidéo. Et enfin, il y a le samba en redo, c'est-à-dire que ça va être la chanson officielle de l'école. Donc pareil, il y a une compétition entre les compositeurs, les auteurs, compositeurs, chanteurs. Et il y a les chanteurs, il y aura un vote il y a un vote de l'école. Et la chanson officielle qui va représenter l'école, on va tourner un clip. Les chanteurs officiels de l'école, chanteurs ou chanteuses et choristes vont apprendre cette nouvelle chanson. Et tout le monde doit connaître la chanson qui va... Toute personne est censée chanter, même les personnes étrangères qui ne parlent pas le portugais comme moi, doivent apprendre par cœur parce qu'il y a un jury à chaque étape pendant le défilé du carnaval qui juge la ferveur à laquelle vous chantez. Et, et pour les personnes, c'est vrai que moi j'apprends le portugais comme je vous dis, les personnes qui ne parlent pas le portugais comme moi, mais sachez que déjà le peuple brésilien dans son ensemble, ce sont des personnes très très croyantes. Et pendant l'esclavage, ben, le clergé portugais, donc colon, a favorisé en fait le syncrétisme des saints catholiques avec des divinités africaines qu'ils ont encouragé. Et on retrouve ça aussi dans les chansons donc des samba en redo. On retrouve dans beaucoup de choses des pratiques qui sont uniques, qui sont liées vraiment au Brésil. Les personnes sont très croyantes. Donc beaucoup de gens pensent que les chansons de samba, c'est des chansons légères. Non, pas du tout. C'est des chansons très spirituelles, axées sur la résistance, la résilience, notamment du peuple afro-brésilien. Et aussi, ils sont aussi proches hein, des personnes qui les ont aidés, comme les peuples autochtones, hein, parce que il y a aussi, ils ont appris des croyances des peuples autochtones, donc qu'ils ont appris aussi à leur contact. Il y a aussi, bah, des questions, des revendications sociales. Bah, le fait que les personnes vivent dans des favelas, elles sont propriétaires, c'est pas la joie, hein. Et une école de samba où des jeunes rentrent, bah, c'est aussi un rempart contre la délinquance. Donc c'est une dimension qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accepter en fait les Afro-Brésiliens tels qu'ils sont en fait. Certes, ils ont des origines africaines, mais ils ont créé des nouvelles cultures sur le territoire, au contact, par exemple, des peuples autochtones, avec des croyances, voilà, et des choses qui sont bien à eux et qu'il faut juste admirer et pas essayer de comprendre ou de juger. Et voilà, c'est ça qui est une belle découverte liée en fait à la danse, le samba, qu'ils ont créé. Et une chose aussi que je souhaite une chose que je souhaite mettre à plat, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Oh, à Rio de Janeiro, les personnes sont dénudées, etc. Euh, vous imaginez, en fait, il fait très chaud.
En fait, depuis, je crois, le mois de novembre, on est dans des périodes ultra chaudes. Bon, pour les personnes qui connaissent un peu l'Afrique centrale, ben, on a la saison sèche de novembre à mars. Ben, c'est à peu près la même chose. Donc, il fait très chaud. Donc, les personnes, vous imaginez, elles défilent, les écoles elles défilent entre 21 h jusqu'à 6 h du matin. Donc, les unes après les autres, avec le nettoyage de syndrome. Et moi, je vous mets au défi de danser avec un manteau d'hiver, avec un gros pull, sous des fortes chaleurs. Et avec en plus le stress. Parce que le défilé, c'est pas 5 minutes, hein. Ça dure 45 minutes. Et encore, il y a la préparation pour se mettre en scène, entrer et avoir la ferveur, etc. Et comme je disais, les prix sont de plus en plus chers. Donc, c'est l'ordre de. En fait, avant les défilés officiels du carnaval, il y a des répétitions techniques par école de samba. Et c'est là que vient beaucoup la communauté parce que les prix pour payer des places, les billets pour assister au défilé du Carnaval de Rio sont de plus en plus chers. Donc il y a beaucoup de monde de la communauté qui ne peuvent pas y aller. Donc la communauté, c'est les membres de l'école des écoles de samba, mais aussi les personnes qui vivent dans ces favelas-là. Et c'est voilà, c'est dommage, mais c'est en train de devenir plus pour les touristes ou les personnes qui veulent se montrer. Et il y a quand même une justice hein, avec les écoles de samba, c'est-à-dire que toute personne qui veut venir, bah, faut qu'elle aille prendre des cours dans les favelas. Et comme je vous disais qu'il y a du racisme structurel au Brésil, bah, les personnes riches qui veulent aller se montrer sur les chars, etc., bah, doivent aller dans les favelas, prendre des cours, apprendre le samba enredo, donc la chanson officielle de l'école. Tout le monde se prépare. C'est une compétition. Et tout le monde doit savoir sa partie. Donc c'est super important donc, de rappeler ces faits-là. Et les personnes sont libres aussi de prendre des cours particuliers ailleurs ou à domicile, mais faut prendre des cours au sein de l'école, il faut acheter le costume, etc., etc. Et, et surtout, il faut être professionnel parce que c'est l'image du Brésil. Donc, c'est voilà, c'est pour ça que le carnaval de Rio de Janeiro est, est le plus connu du monde. Après, il y a aussi le carnaval au même moment à São Paulo, dans les autres villes du Brésil. Après, on ne danse pas le samba partout au Brésil non plus. Donc, c'est des choses que je voulais rappeler et je vous incite fortement à suivre le carnaval de Rio sur des plateformes comme YouTube, hein, parce que ça se passe la nuit, donc ça c'est autour de minuit, 1 h du matin. Après, vous pouvez regarder en replay selon les écoles et c'est super important. Et il y a une figure de personnes que je souhaite rappeler. Euh, c'est ces personnes que j'ai dit au début de ma vidéo, qui ont quitté donc la région de Salvador da Bahia pour arriver à Rio de Janeiro, dans les autres grandes villes. Et ce sont les femmes. Donc des femmes qui sont habillées en costume de baianaise. Et d'ailleurs, quand elles défilent, on dit à la das baianas, donc l'aile des baianaises, où c'est des groupes de femmes d'environ 60 ans qui défilent voilà, ensemble dans ce costume-là. Et en plus de ça, c'est les gardiennes de la tradition des religions à matrice africaines. Donc, c'est elles qui ont créé des lieux de culte. Et malheureusement, au Brésil, il y a toujours de l'intolérance religieuse contre les religions à matrice africaine. Les lieux de culte sont vandalisés et des fois, les personnes, ben, des femmes qui officient ou hommes sont assassinés. Et au Brésil, le 21 janvier, c'est le jour de lutte contre l'intolérance religieuse. Donc c'est super important de, de le rappeler. Et je vous montre des images des Baïanaises, donc en costume. Voilà, je vais terminer ma vidéo donc avec le
enredo choisi par l'école de Samba Manguera, qui est Maître Sakaka, gardien de l'Amazonie noire. Donc, Maître Sakaka était en fait un docteur de la forêt qui a soigné beaucoup de personnes dans l'état de l'Amapá. Et il y a un musée à son nom, donc le musée Maître Sakaka, dans la capitale de l'état Amapá, qui est donc il y a ce musée dans la ville, situé dans la ville capitale qui est Macapá, dédié à Maître Sakaka. Et je vous laisse voir quelques photos. Et c'est la deuxième vidéo donc de la Reina da Bateria de Manguera, Evelyn Bastos, pendant les répétitions techniques qui ont eu lieu récemment. Donc, où justement, elle a un costume en fait de femme autochtone pour vraiment évoquer justement les cultures autochtones de cette région-là, de l'Amapá. Donc, ils vont être mis à l'honneur. Et d'ailleurs, ils ont été formés par des personnes autochtones qui sont venues de ces régions-là. Donc, même dans sa danse, la gestuelle, c'est un rappel voilà, de cette convergence, voilà, cette connexion entre les peuples autochtones et les Afro-Brésiliens du Brésil ou Afro-Indigènes qui peuvent être aussi de sang, qui peuvent être des métis Afro-Brésiliens et autochtones. Donc c'est magnifique. J'espère que cette vidéo qui était plutôt longue vous a plu. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Et je souhaite remercier toutes les personnes qui me suivent depuis mes premières vidéos. Donc n'hésitez pas à me soutenir, me donner la force pour que je puisse organiser mon premier live. Donc toujours sur ma question, à qui faites-vous confiance en cette année 2026? Passez une très bonne semaine et à bientôt.